et bienvenue à ce forum qui portera aujourd'hui sur le développement économique et le transport. Ce matin, nous aborderons la problématique générale des priorités en matière de développement économique pour Montréal. Cet après-midi, nous nous concentrerons sur les enjeux liés au transport des marchandises. Mon nom est Louise Roy, je suis présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. Alors, je reconnais des figures, mais pour ceux qui s'ajoutent ce matin, permettez-moi de vous présenter mes collègues qui sont membres de la commission de l'Office. Au centre, Jean Burton. Jean Burton est biologiste et commissaire à l'Office depuis de très nombreuses années. Il est spécialisé donc en planification stratégique, en développement durable et évidemment à tous les enjeux liés à l'environnement. C'est lui qui va présider la commission. Bon, alors, je démarre en même temps que vous. Ça y est. Irène Saint-Mars est architecte du paysage. Irène a assumé à l'Université de Montréal pendant plusieurs années les fonctions de vice-rectrice aux études et par la suite, elle a été doyenne de la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal toujours. Alain Duhamel a fait une longue carrière comme journaliste, domaine dans lequel il est toujours actif. Et il est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université d'Ottawa et diplômé en communication de l'Université Saint-Paul. 30 secondes pour vous présenter Ginette Thériault et Michel Agnaïef. Ce sont deux des personnes de l'équipe de secrétariat qui va soutenir le travail des commissaires. Ginette va assumer la fonction de secrétaire de commission et Michel va agir comme conseiller senior. Comme à l'habitude, à l'Office, cette consultation se tient en deux phases. Une première qui a débuté lundi soir dernier en est une d'information et d'échange. Alors, notre objectif, c'est vraiment de faire sortir le plus d'informations possible pour que les gens qui nous écoutent, les gens qui participent soient en mesure de prendre position d'une manière éclairée lors de la deuxième phase de consultation publique, celle qui est dédiée à l'audition des opinions et qui va commencer à compter du 4 septembre. D'ailleurs, j'en profite immédiatement pour saluer les Montréalais, les Montréalaises qui se sont joints à nous sur Internet, parce que et vous dire en fait que toutes les sessions sont web diffusées, que les bandes vont tourner en boucle sur le site Internet de l'Office, et donc ceux qui voudront revoir certaines présentations ou certaines sessions pourront le faire pendant tout l'été. Et la participation sur Internet, elle est excellente. Hier, vous donner une idée, là, il y a eu 400 entrées sur le site de la web diffusion et chaque entrée durait à peu près 25 minutes, ce qui, semble-t-il, est assez exceptionnel pour ce genre d'outils-là. Donc, vous êtes dans la salle, c'est avec vous qu'on fait le débat, mais il y en a plein d'autres à l'extérieur de cette salle qui suivent ce qui se passe. La commission, après la deuxième phase de la consultation publique, donc la phase dédiée à l'audition des mémoires, va entreprendre la rédaction de son rapport. Et j'en profite pour vous dire que ce rapport-là sera remis à la nouvelle équipe d'élus au mois de novembre ou peut-être au début du mois de décembre, tout dépendant du nombre de mémoires que la commission recevra 2013. Un mot sur la thématique d'aujourd'hui. Vous le savez, avec sa région, notre métropole est le principal moteur économique du Québec. Au total, le PIB métropolitain représente près de 50% de celui du Québec. La principale force de Montréal, comme le plan de développement le rappelle, est le caractère diversifié de son économie. En s'appuyant sur une base manufacturière toujours bien présente, puisqu'elle compte encore 155 000 emplois, notre ville travaille depuis plusieurs années à redéployer son économie vers l'économie du savoir. Communication, technologie de l'information, multimédia, aérospatiale, biotechnologie, etc. Elle le fait en misant sur ses universités, ses centres hospitaliers, ses 200 centres de recherche, bref, sur sa matière grise. De plus, le plan de développement insiste sur l'importance du centre-ville pour l'économie montréalaise et québécoise. Celui-ci abrite un puissant complexe de bureaux, d'institutions d'enseignement et de recherche, d'équipements culturels, d'entreprises publiques, de ministères gouvernementaux, de lieux patrimoniaux. 75 000 personnes y habitent et près de 300 000 y travaillent. Montréal a également d'autres atouts.
qu'on pense par exemple à son rayonnement culturel, qu'on pense également au rôle majeur de Montréal comme plaque tournante des différents modes de transport maritime, ferroviaire, routier, aérien. Si la ville comme le Québec en entier a réussi à passer relativement bien au travers de la crise économique de 2008, il n'en demeure pas moins que le taux de chômage oscillait en 2012 bien au-dessus du reste de la région métropolitaine. Alors, c'est pourquoi le PDM, en s'appuyant sur la stratégie de développement économique rendue publique par la Ville il y a 2 ans, propose d'accorder de l'attention aux conditions à mettre en place pour améliorer la performance économique de Montréal et pour créer les conditions propices en vue d'attirer des entreprises et des talents. Dans cette perspective, il préconise de renforcer les pôles économiques de la Ville, le pôle centre, qui englobe le centre-ville, le pôle Est, situé à la jonction des autoroutes 40 et 25, et enfin le pôle Ouest, le long de l'autoroute 40 Ouest et de l'autoroute 13, qui englobe notamment l'aéroport. Alors, il propose d'opérer cette consolidation en lien avec une mobilité accrue grâce au renforcement du transport collectif. Les conférenciers ce matin et les panélistes vont aborder d'une façon ou d'une autre les différentes thématiques touchées par le plan, mais vont probablement élargir aussi les enjeux auxquels ils vont s'adresser. La conférence thématique de cette séance donc portera sur le thème du développement économique et elle devrait être l'occasion de faire un état des lieux, d'établir des comparaisons avec d'autres grandes villes canadiennes et de tirer des enseignements utiles à la collectivité, à la ville, en rapport avec le PDM. C'est M. Mario Lefebvre, qui est directeur des études municipales au Conference Board du Canada, qui prononcera la conférence d'ouverture. Je vous présente rapidement les panélistes qui vont s'ajouter après la pause, mais j'aurai l'occasion de dire plus longtemps qui ils sont quand ils interviendront. Madame Florence Juncker-Deneau, qui est ici, qui est connue partout dans la ville de Montréal, je pense. Monsieur Pierre Morissette, qui est directeur général du réseau. Monsieur Mario Polaise, qui est à l'INRS. Monsieur François Vermette, qui est au chantier d'économie sociale. Alors, sans plus tarder, j'invite monsieur Mario Lefebvre à venir vous adresser la parole. Pendant que Mario Lefebvre s'avance, permettez-moi de présenter les officiers de la Ville de Montréal qui sont là avec nous pour échanger et éventuellement répondre à vos questions. Sylvain Ducas, qui est directeur de la Direction de l'urbanisme et du développement économique. Jean-Marc Bissonnette, qui est chef de division, développement économique et initiatives stratégiques. Ils sont accompagnés de 2 collègues. Monsieur Lefebvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon matin à tous et à toutes, ainsi qu'aux internautes. Ça fait plaisir d'être ici et de partager avec vous ce que j'ai lancé l'an passé et que certains médias ont repris comme étant mon grand cri du cœur par rapport à Montréal, parce qu'effectivement, ça fait quelques années que j'ai mal à Montréal et j'accueille avec enthousiasme le plan proposé. Parce que Montréal a déjà tout. On vient de faire la nomenclature des atouts de Montréal. Montréal a tout. Pourtant, Montréal piétine. Donc, ça prend un plan, ça prend quelque chose pour remettre tout ça sur les rails parce que les ingrédients sont là. On dirait que la marmite est là, mais les ingrédients sont à côté. Il faut les mettre dedans. Brasser tout ça et espérer avoir des résultats qu'on devrait s'attendre d'une métropole comme Montréal, d'une métropole avec tous les atouts qu'on vient de mentionner et qui devrait performer économiquement beaucoup mieux qu'elle le fait. Donc, je voulais d'abord commencer en disant qu'effectivement, ce que je vais présenter, c'est une proposition que j'ai avancée l'an passé pour relancer l'économie montréalaise. Pas que j'ai la prétention de connaître les réponses à toutes les questions, parce qu'en fait, ça a été un travail conjoint avec plusieurs personnes que j'ai rencontrées, qui a mené un papier qui a été interprété de 2 façons. Un, comme un cri du cœur, et c'est exactement comme ça que je voulais que ce soit présenté, et d'autres qui m'ont accusé de dire que Montréal était la faiblesse du Québec. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire que Montréal, en montant des résultats moyens, en affaires économiques, était certainement pas à la hauteur de ce qu'on pouvait s'attendre de Montréal. Et moi, j'en attends plus de Montréal, comme je pense qu'on est en mesure de tous en attendre un peu plus, que Montréal nous en donne un peu plus sur le plan économique. Et je pense qu'elle a tous les ingrédients pour le faire.
Donc, je commence d'entrée de jeu en disant que la grande région de Montréal, qui est, comme on vient de le dire, le moteur économique du Québec, est en panne. Et je vais avoir un paquet d'acétates qui va vous montrer ça, et qui juste pour justifier le besoin d'un plan. On ne fait pas un plan juste pour le plaisir d'en faire un. C'est pas juste une affaire de s'amuser autour d'une table. Non, je pense que vraiment, on va voir par les résultats économiques de Montréal qu'on a besoin de mettre un plan en place. Donc, encore une fois, j'accueille très, très favorablement cette initiative-là. On va voir dans les acétates qui vont suivre à quel point la performance économique de Montréal, lorsqu'on la compare aux autres grandes régions métropolitaines du Canada, vous allez voir à quel point c'est à la traîne. C'est quand même assez surprenant même sur certains résultats. Pire encore, pour moi, Montréal, oui, a toujours perdu un peu de population aux autres provinces canadiennes. Ça, historiquement, on a des données qui remontent jusqu'à 1987. Montréal a toujours perdu des gens à d'autres provinces canadiennes. Mais depuis 10 ans, Montréal perd des gens à d'autres villes du Québec. Donc ça, ce pas des gens qui quittent Montréal pour aller profiter du boom pétrolier en Alberta ou pour aller payer moins d'impôts dans d'autres provinces, ou peu importe la raison. Parce que là, vous quittez pour rester dans la même province. Donc, vous gardez le même schéma d'imposition. Ce n'est pas pour sauver au niveau de l'impôt ou c'est pas pour profiter encore une fois du boom pétrolier. C'est que vous pensez, quand vous quittez Montréal pour aller ailleurs au Québec, que le pâturage va être plus vert ailleurs que dans la grande métropole. Et ça, pour moi, quand on en est à ça, c'est que vraiment, on doit commencer à travailler à garder cette population-là, qu'on reçoit énormément au niveau international. On le verra aussi tantôt. Ça, le migratoire international, très positif, et ça, c'est très bon. Mais il faut apprendre maintenant à garder ces gens-là et aussi à empêcher d'autres Québécois, Québécoises de quitter, de rendre Montréal plus attrayant. Et ça, vous allez voir que ça passe par autre chose que juste une économie solide. Je conclue le sommaire en disant que oui, on a applaudi le plan Nord, on continue de l'applaudir, mais je frise, et croyez-moi, je suis très dur à faire friser lorsque j'entends que le plan Nord, c'est le plan Sud. Ça, c'est une expression que j'accepte pas du tout. Oui, il y aura des retombées économiques du plan Nord sur le Sud et Montréal, mais de dire que le plan Nord, c'est le plan Sud, ça, c'est beaucoup trop fort. Et c'est pour ça que ça prend effectivement un plan spécifique pour Montréal. Donc, rapidement, sans vous lancer un paquet de chiffres, là, on a des données qui remontent à 1987, donc on peut juste calculer la croissance depuis 1988, mais sur l'ensemble de la période pour laquelle on a des statistiques, regardez à quel point, lorsqu'on regarde la croissance économique annuelle moyenne de Montréal, c'est même pas 2% par année. Et là, on parle d'une période de 25 ans. Là. Donc, ce n'est pas juste une mauvaise année ou 2 mauvaises années où on a été malchanceux. C'est 25 ans. Oui, vous pourriez me parler du pétrole de l'Alberta qui propulse effectivement Edmonton, Calgary. Sauf que c'est des économies qui se sont bâties autour de ça, mais qui commencent maintenant à se diversifier de plus en plus, de sorte que quand le secteur énergétique va un peu moins bien, c'est plus des économies qui s'écroulent comme ils s'écroulaient avant. Parce qu'effectivement, ça a été... Oui, ça autour de quoi on a bâti, mais depuis, ça s'est relativement bien diversifié. Mais bref, en performance économique sur 25 ans, et regardez les années récentes, on ne s'est pas vraiment amélioré. Là. Dans les années récentes, ça a été particulièrement difficile. Oui, c'est vrai, le secteur manufacturier était très, très touché par la décennie des années 2000, pas juste la récession. Retourner aux tristes événements de septembre 2001, l'impact que ça a eu sur l'aérospatiale, sur le transport de marchandises aux États-Unis. Ensuite, le dollar qui est parti de, mon Dieu, 62 sous en 2002, qui a atteint la parité en 2005. Ça a été très dur pour nos manufacturiers. Donc, c'est sûr que Montréal, qui compte une base manufacturière importante, qui correspond à peu près à 16-17% de l'économie, c'est sûr que ça a frappé beaucoup plus lourdement sur Montréal. Hamilton, Toronto, même situation. C'est des grands centres métropolitains qui comptent une présence manufacturière assez importante. Donc, on voit aussi que les années récentes ont été très difficiles pour eux. On a parlé de chômage tantôt. Je peux vous montrer qu'encore une fois, sur l'ensemble de la période, là, 25 ans encore une fois, Montréal, au-dessus de la moyenne canadienne, la seule grande ville du Canada à être au-dessus de la moyenne nationale en matière de chômage.
Et ça, c'est un phénomène qu'on voit partout ailleurs. Je me promène assez là, pour voir que, règle générale, les grands centres, les grandes régions métropolitaines ont, généralement parlant, un taux de chômage inférieur à la moyenne de leur pays. Ça, c'est la règle générale, et on le voit qu'au Canada, ça s'applique aussi. Mais vous voyez que Montréal, dans ce cas-ci, n'a pas cette même qualification que les autres grandes villes. Et c'est pas mieux non plus au niveau des années récentes. Si vous voulez vous réjouir, dites-vous que Toronto est dans la même situation. Mais bon, on ne commencera pas à regarder le malheur des autres. On va commencer à travailler sur notre situation à nous. Mais effectivement, Montréal, encore une fois, au cours des 10 dernières années, taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. En croissance de population, ça, par exemple, il y a un phénomène au Canada là, où on voit vraiment les gens qui commencent à se déplacer vers l'ouest. On a voulu profiter du boom énergétique des années 2000 et même, il y en a eu aussi auparavant dans les années 90. Donc, vous voyez que Calgary et Vancouver ont montré des très, très forts taux de croissance de population sur la période de 25 ans, qui est, encore une fois, je me répète, là, la période sur l'ensemble de laquelle on a des statistiques. Mais Montréal, sous la moyenne nationale, et ça, considérant que c'est la deuxième plus grande métropole du Canada, c'est un résultat qui est très, très décevant. Et là aussi, ça ne s'est pas tellement amélioré dans les années récentes. On flirte avec la moyenne canadienne, mais on est encore un peu en deçà. Donc, au niveau de la croissance de la population. Et pourquoi, si on parle d'économie, je vous parle autant de population, mais c'est parce que ça va main dans la main. Vous ne pouvez pas avoir une croissance économique mirobolante si vous n'avez pas une bonne croissance de population. Pourquoi? Parce que c'est la croissance de la population qui va dicter les besoins en matière de logement, par exemple. La demande de logement découle directement de l'évolution démographique. Donc, ça va faire rouler la construction résidentielle. Ça va aussi mettre plus de gens dans vos centres commerciaux. Donc, les commerçants vont avoir un sourire beaucoup plus large si la croissance de la population est solide plutôt que médiocre, parce qu'il va y avoir plus de gens dans leur magasin, l'affluence va être plus forte et donc les dépenses de consommation vont être plus élevées aussi. Et ça, dépenses de consommation et construction résidentielle, c'est encore deux grands blocs de l'activité économique. On peut bien parler d'exportation tant qu'on veut. Oui, c'est vrai que c'est une autre variable importante, mais la partie domestique de l'économie, consommation des ménages et construction résidentielle, c'est très important et c'est presque entièrement dicté par l'évolution démographique. Donc, c'est pour ça que Montréal doit travailler à améliorer ça au cours des prochaines années. Le problème ne vient pas de l'international. Comme je vous disais, on attire à Montréal amplement de personnes à l'international. Le sol migratoire net, ça, c'est les entrées moins les sorties, là. Flirte toujours avec le 45 000 personnes par année. C'est excellent. Très, très bonne performance. Encore une fois, je suis toujours un peu abasourdi lorsque j'entends certaines personnes mentionner qu'on devrait peut-être commencer à songer à diminuer le nombre d'immigrants que l'on reçoit à chaque année parce qu'on a du mal à les intégrer, etc., etc. Quelle atroce affirmation. Pensez-y une minute, là. On fermerait nos portes, exagérons, là. On fermerait nos portes maintenant. Au moment où il y a de plus en plus de pays industrialisés qui veulent, au contraire, accueillir des immigrants, la plupart des pays industrialisés vont faire face au vieillissement de la population. Ce n'est pas un phénomène canadien, ça, c'est un phénomène mondial. Et donc, on va se tourner de plus en plus vers l'immigration. Il est prouvé que des immigrants attirent d'autres immigrants. Donc, si on ferme nos portes, on peut dire au revoir à ça. Et d'autre part, il faut aussi savoir que deux des pays qui ont fourni un grand nombre d'immigrants au Canada, peut-être pas au Québec, mais au Canada, c'est l'Inde et la Chine. Deux pays qui se développent très, très rapidement et dont les gens ont de moins en moins de raisons de quitter ces pays-là. Donc, si on veut être pessimiste, là, on pourrait se retrouver dans une situation où il y a de plus en plus de pays qui veulent accueillir des immigrants. Et le bassin d'immigrants potentiels pourrait être en train de diminuer, si effectivement mon affirmation pour l'Inde et la Chine se confirme. Ça veut dire que plus de pays qui en veulent, un bassin plus petit, vous avez affaire à être cute en tabarouette si vous voulez qu'ils viennent chez vous. Et nous, on fermerait nos portes. En ce temps-là, nous, on déciderait que la bonne mesure à prendre, c'est de fermer un peu la porte. Non, au contraire, je pense qu'il faut travailler sur les programmes d'intégration. C'est là où le travail doit se faire parce que
la future prospérité, que ce soit du Québec, de Montréal, du Canada, va être en grande partie reliée à notre capacité à attirer et à intégrer des immigrants dans notre population. Ça, c'est très, très clair. Et c'est drôle parce que je me promène partout au Canada et les villes qui, en ce moment, ont commencé à attirer, c'est nouveau pour eux, Winnipeg, Saskatoon, Calgary, eux en veulent plus. Là, on dirait qu'ils ont comme goûté. Là. Et là, eux décident d'ouvrir tout grand leurs portes, alors que pourtant, ils pourraient être complaisants un peu. Surtout Calgary. Je pourrais dire, bon, ben, j'ai assez de personnes qui arrivent ici, ils ne commenceraient pas. Non, vous avez le maire d'Amchi qui est presque en autobus, qui fait le tour du Canada, qui essaie d'aller chercher tout le monde qui peut aller chercher. Ils les ramènent presque avec des contrats dans leur poche de jobs signés. Bref, tout ça pour dire, sans tourner ça en cirque, que ceux qui en reçoivent en veulent plus, alors que d'autres qui en reçoivent pas tant que ça, qui en reçoivent un peu, mais, songent à peut-être diminuer ou faire attention. Il y a quand même deux discours complètement différents. Je pense qu'il faut être, au contraire, très, très, entre guillemets, agressif là-dessus et travailler à ça. Et quand je vois aussi dans le plan des idées de rendre Montréal une ville plus belle, des infrastructures, là, oui, c'est des aqueducs et tout ça, et ça, c'est important, c'est essentiel. Mais Paris ne serait pas Paris si c'était juste des beaux aqueducs, là. Donc, les infrastructures, il y a aussi un aspect qualité de vie relié à ça. Et ça, il faut travailler là-dessus aussi. Et je suis content de voir que dans le plan, on parle de ça aussi, de faire de Montréal une ville plus belle. Ça, c'est extrêmement important parce que ça va influer sur la variable que je vous montre là. Donc, le sol migratoire interprovincial, je vous disais tantôt, historiquement, j'aurais pu reculer jusqu'à 1987, je ne l'ai pas fait, pas vous ennuyer, mais historiquement, ça a toujours été négatif. Et là, en ce moment, je vous dirais même que c'est une période pas pire. On n'en perd pas trop. On perd quoi, là? 4-5 000 personnes par année. Donc, ça, c'est pas les pires années. J'aimerais ça que ça change éventuellement, mais bon, on n'est pas là, donc on continue de perdre dans d'autres provinces. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément. Le solde migratoire interville. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le nombre de... Et là, interville, attention, moi ici, c'est pas Montréal. C'est la région métropolitaine de recensement de Montréal. Donc là, ce pas des gens qui partent de Montréal sans arriver à Longueuil. Là. Moi, Longueuil, il est dans ma RMR de Montréal. Laval est dans ma RMR de Montréal. Donc, ce n'est pas une question d'étalement urbain où les gens quittent Montréal, sont dans la couronne nord ou dans la couronne sud. Les couronnes sont là-dedans. Là. Donc, on assiste vraiment depuis à peu près 10 ans à un mouvement migratoire de gens de la grande région de Montréal qui s'en vont ailleurs au Québec. Ils s'en vont où? On ne le sait pas. Malheureusement, ils ne sont pas obligés de le dire. Mais ce qu'on voit, c'est que des villes comme Québec, des villes comme Sherbrooke, en accueillent beaucoup depuis quelques années. Ce qui me laisse croire que ce sont les villes qui reçoivent les gens de Montréal. Et ça, pour moi, c'est plus parlant. Parce que là, vraiment, encore une fois, je me répète, ce n'est pas pour aller profiter de largesse d'impôts ailleurs ou de boom pétrolier. Non. On reste dans la même province. On décide volontairement qu'on va aller vivre ailleurs au Québec, pensant que le pâturage va être plus vert que dans la métropole de la province. Et ça, pour moi, ça me chatouille un petit brin. On a fait une étude il y a quelques années sur qu'est-ce qui rend une ville attrayante. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, l'économie compte, mais pour les diplômés universitaires, ça ne compte pas tant que ça l'économie parce qu'ils sont confiants qu'ils vont s'en trouver une job. Peu importe où ils vont aller rester, ils sont relativement confiants qu'ils vont trouver un emploi. Mais c'est des indicateurs comme des indicateurs sur la société. Montréal fait bien en société, ça n'a pas de problème. Pour ce qui est d'activités au plan touristique, au plan social, Montréal fait très, très bien. Éducation aussi. Mais c'est sûr que l'économie a été particulièrement difficile. Environnement à Montréal, ça c'est utilisation de l'eau, journée de smog, etc., etc. Montréal fait un petit peu moins bien. Donc, vous voyez les résultats là, de Montréal dans ces différents critères. Éducation, c'est quoi éducation? Ben, c'est le nombre d'enseignants par enfant d'école primaire, par exemple. Et ça, Montréal, lorsqu'on le compare à 50 autres villes canadiennes, ben, obtient seulement une note de C. Il y a pourtant beaucoup d'universités, ça compense, heureusement. Société, on a un A, mais regardez l'économie, qui sort avec un D.
Et ça fait longtemps là, que l'économie est avec un D à Montréal. Et moi, c'est de ça dont je viens vous parler. Je suis un plate économiste et je viens vous parler d'économie. Donc oui, Montréal a énormément d'atouts. On en a parlé tantôt, je les maintiens. Mais il faut absolument maintenant mettre ensemble un plan pour relancer cette économie-là. Ça n'a pas de bon sens que Montréal soit à la traîne comme on l'a vu dans les acétates précédentes. Il faut maintenant tout mettre en place que Montréal reparte. On fait ça comment? Premièrement, c'est pas simple. C'est pas comme si on va juste lire ensemble 3-4 acétates, on va tous s'en aller chez nous et on va penser qu'on va trouver la solution. Non. J'ai la prétention d'être un ami de Marcel Côté et Marcel m'avait dit un jour, Mario, si je le savais la solution, il ferait longtemps de la réappliquer puis on en serait sorti. Donc, c'est pas simple. Il n'y a rien de simple. Mais on avait mis en place 7 principes. Si on pouvait réussir à attaquer 7, c'est déjà beaucoup. Je disais aux gens de ma table, il ne faut pas aller plus que 2-3 à la fois, mais j'ai réussi à ramener ça à 7. Et vous savez que de toute façon, c'est assez intégré. Première chose, il faut absolument, et on en a parlé cette semaine dans les différentes sessions ici, la santé financière de la Ville de Montréal. C'est extrêmement précaire. J'ai travaillé avec un paquet de villes canadiennes et il n'y a pas beaucoup de villes gagnantes au niveau de la santé financière. Les villes sont au bas de la chaîne alimentaire en matière de fiscalité. On pelte des responsabilités sans nécessairement leur donner des revenus additionnels. Quand les gouvernements provinciaux ont besoin de trouver des façons de balancer leur budget, ça se passe malheureusement encore trop souvent dans la cour de nos municipalités qui, elles, n'ont que l'impôt foncier pour travailler avec. L'impôt foncier, c'est pas que c'est une mauvaise taxe, c'est que c'est une taxe extrêmement transparente. Et si vous l'augmentez de plus que l'inflation, vous allez avoir beaucoup de justifications à donner à vos personnes parce que les gens savent à la scène près, juste pour le plaisir, là, demandez à votre voisin combien il paye par année en impôt sur le revenu. S'il vient de faire ses rapports d'impôt, il va le savoir. Mais si vous lui demandez ça au mois de septembre, octobre, ça se peut qu'ils ne savent plus trop, ou à peu près. Pire encore, demandez-lui combien il paye ou elle paye en taxes à la consommation. Si elle vous répond à ça, là, vous savez qu'elle a une vie bien plate. Parce que ça veut dire qu'elle a gardé toutes ses factures puis qu'elle a accumulé un petit calcul de tout ce qu'elle a payé en taxes à la consommation. Maintenant, demandez-lui combien elle paye en impôts fonciers. Ça, elle va probablement vous le dire à la scène. Ou sinon au dollar. Mais je suis même presque prêt à aller à la scène. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de gérer ça. Et en principe, les coûts, même si on les contrôle bien, c'est dur d'avoir des coûts qui augmentent à moins de 3-4 % par année. Mais d'augmenter l'impôt foncier de 3-4 % par année, là, c'est vraiment difficile à faire. Parce qu'en plus, à la prochaine élection, il va vous attendre quelqu'un dans le détour qui risque de promettre, lui, des gels d'impôts fonciers, et là, vous allez perdre vos élections. Bref, je ne vais pas me lancer dans le politique, mais tout ça pour dire que c'est pas facile à gérer. Et tant et aussi longtemps que nos villes ne seront pas en solide santé financière, ça va être très, très difficile de leur demander de participer très activement à des plans de développement économique. Parce que, et c'est drôle, même que des gens des paliers supérieurs de gouvernement me disent parfois, ouais, Mario, il n'y a jamais personne qui a demandé aux villes de s'occuper de développement économique. Oui, mais s'ils ne le font pas, ils vont positionner leur ville comment sur l'échiquier, là. Donc oui, c'est vrai que ce n'est pas dans la description de tâches officielle de la ville. Mais on est dépassé le temps là, où les villes ramassaient les poubelles puis dégageaient la neige, là. On est beaucoup plus loin que ça. Nos villes sont maintenant beaucoup plus proactives que ça. Et il faut que le cadre financier supporte ça. Et en ce moment, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un dernier exemple sur la situation financière. Je sais que vous en avez parlé plus tôt cette semaine, mais dernier exemple. Les villes travaillent très fort pour organiser des événements dans leur municipalité. Et parfois, les autres paliers participent aussi. Les autres paliers du gouvernement participent. Et même souvent, on me dit, Mario, là, ils ne peuvent pas chialer, là, les villes. On a payé ça un tiers, un tiers, un tiers. Tout est un tiers, un tiers, un tiers. Super. Mais c'est pas vrai, ça. En bout de ligne, c'est jamais un tiers, un tiers, un tiers. Il y a des gens qui travaillent à ce festival-là, qui touchent un salaire, qui payent de l'impôt sur le revenu. Ça va où, ça? Fédéral, provincial. Les gens viennent, consomment, petit jus, petite bière peut-être, payent de la taxe à consommation. Ça va où, ça? Fédéral, provincial.
Ça prend de la police, ça prend une certaine sécurité sur le site du festival. La facture, elle va où? Au municipal. Faites le calcul à la fin. C'est plus un tiers, un tiers, un tiers. Et c'est toujours comme ça. Des exemples comme ça, là, il y en a un paquet. Pour qu'une ville touche un retour sur une activité de type récréative qui se passe dans sa localité, il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur au festival et aime tellement le festival là, qu'il s'achète une maison dans la municipalité pour payer de l'impôt foncier. C'est plutôt rare que ça arrive. Donc, pour nous, une des solutions, ce serait de donner un point de taxe de vente aux municipalités. Ça, ce serait une solution vraiment gagnante. Au moins, il y aurait un retour. Sur chaque consommation effectuée sur le lieu du festival, il y aurait un retour à la municipalité. Ça, il est plus que temps qu'on ouvre la porte là-dessus. Je sais que le gouvernement provincial est aussi serré financièrement, mais ça va prendre la participation de tout le monde. Si on veut qu'un plan de redressement pour Montréal fonctionne, ça va prendre la participation de tout le monde. Et là, j'ai peur de m'étirer, je ne sais plus où j'en suis avec le temps, mais l'immigration, OK, je vais accélérer. L'immigration, on en a parlé tantôt. Donc, j'ai plus ou moins besoin de répéter, mais tout ça pour dire qu'on travaille à ouvrir les portes plus grandes. Ce n'est pas le temps de les fermer. Donc, ça, on a couvert ça très bien tantôt. L'investissement. Ça, c'est la pierre angulaire de tout plan de relance. On a des besoins d'infrastructures qui sont criants dans nos villes. Et encore une fois, regardez à quel point c'est bizarre le traitement qu'on fait aux villes. Moi, j'ai plus d'amis à Infrastructure Canada. J'ai plus d'amis à Infrastructure Canada parce que ça fait des années que je leur crie qu'il faut absolument qu'on mette une véritable étude avec des ingénieurs sur le terrain qui vont vraiment dresser la liste des besoins en infrastructure et les priorités. On ne peut pas demander aux villes d'envoyer ce qui sont leurs besoins, parce qu'il faut les comprendre. Les villes, c'est sûr qu'ils vont mettre toute leur liste d'épicerie là-dessus. Là. C'est très clair. Donc, il faut absolument qu'on fasse faire une étude qui va vraiment donner les besoins d'infrastructure, parce que là, ce que je crains, c'est que depuis 2-3 ans, il y a eu de forts investissements en infrastructure, des plans fédéraux, plusieurs provinces ont aussi emboîté le pas, Québec également. Et je crains qu'à un moment donné, les villes se fassent dire « Oui, mais là, on vous a aidé, là. C'est fait. On vous en a donné de l'argent, là. Là, c'est fini. Là, maintenant, il faut resserrer, il faut ramener le déficit à zéro, bon, etc., etc. » Alors qu'on ne sait même pas si on a attaqué le 1/10 du problème, le 1/5 du problème, le tiers du problème, on ne sait pas. Parce qu'on ne connaît pas les besoins véritables de la nation en infrastructure. Est-ce que ce serait une étude coûteuse? Oui, je l'avoue. Ce serait une étude très coûteuse, mais qui vaudrait sans doute la peine d'être effectuée pour vraiment avoir une idée de ce dont on a besoin en matière d'infrastructure. Sinon, oui, on en fait et on en fait, mais sans vraiment savoir là, à quel niveau on est rendu. Donc, il faut vraiment continuer de travailler là-dessus. Gouvernance, là, ça, c'est une canne que j'ai plus ou moins envie d'ouvrir, mais c'est sûr que là, au niveau gouvernance, on a énormément de travail à faire. J'ai eu la chance de participer à un événement l'an passé où Jean Lapierre participait. C'est surtout lui qui a parlé de gouvernance, certainement, et non pas moi. Ce que M. Lapierre disait, c'est bon, il y a tellement d'intervenants, on est coincé dans plein d'intervenants, donc il y a définitivement du travail à faire là, au niveau gouvernance, grappe industrielle. On en a déjà des excellentes. Trop de villes, et je ne vous dis pas que c'est ce que le plan fait, pas du tout en fait même, mais trop de villes avec lesquelles je travaille cherchent à augmenter leur liste de grappes. On veut des grappes, ça prend plus de grappes. Ou, pire encore, s'ils ne sont pas là, dans le IT, là, Information Technology, s'ils ne sont pas là-dedans, là, ça les énerve. Ça, ils pensent qu'ils vont être en arrière du train, puis ça leur prend une grappe de IT. On a déjà des bonnes grappes. Il faut commencer par desservir ces grappes-là et s'assurer que tout soit en place en fonction de ces grappes-là. Comme on les a, on les connaît. Donc, on sait les besoins de chacune. Il faut s'assurer que nos grappes, qui sont énumérées ici, que je ne vous lirai pas, entre autres, là, donc,
il faut s'assurer de leur donner ce qu'ils ont besoin en matière de transport de marchandises, si c'est ça dont ils ont besoin. Peu importe, on les connaît. Donc, il faut s'assurer que ces grappes-là, avant d'en ajouter d'autres à la liste, là, il faut définitivement donner à celles-là tout ce dont elles ont besoin. Commercialisation, un autre des problèmes, on a, oui, de nombreuses universités, mais lorsqu'on compare ce qui en sort en matière de produits à livrer, de ce qui devient effectivement des produits à commercialiser, on est à la traîne lorsqu'on se compare avec d'autres grandes villes, surtout grandes villes américaines. Donc, il faut travailler à cette commercialisation-là. Il faut que cette recherche-là, qui se fait, qui est de la bonne recherche, devienne un produit commercial. C'est pas de la prostitution, ça. Pas du tout. C'est une question de transformer notre matière grise en quelque chose qui peut se mettre dans un bel emballage et qui se vend. Et ça, c'est définitivement un élément sur lequel, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas du tout qui se fait, il y en a, mais sur lequel on peut définitivement améliorer. Dernier point, le 7e, c'est l'intégration des actions. Je suis parfois encore abasourdi de voir à quel point on travaille par quartier et individuellement, et chacun tire son petit bout de couverte, comme s'il y avait une tarte, une seule tarte, et si quelqu'un mange ta bouchée, tu viens de la perdre. C'est pas vrai, parce que il faut savoir que ce qu'il y a de merveilleux en croissance économique, c'est que si tout le monde travaille ensemble, la tarte, là, elle va grossir. Et ça, c'est la magie de la croissance économique. La tarte va grossir de sorte que ce que tu pensais être ta seule bouchée, là, ben, en travaillant concrètement à un plan comme celui-là, ben, tu en auras peut-être 2 à la fin. Oui, ça se peut que la première bouchée, ce ne soit pas toi qui la prennes. Mais plus tard, tu vas avoir une bouchée et demie ou 2 bouchées. Et ça, je sais que c'est pas évident. Parce que chacun travaille pour soi et ça peut se comprendre. Mais là, il est temps qu'on mette un plan d'action à l'intérieur duquel les gens vont se sacrifier. Et les gens, là, je ne parle pas juste du secteur public puis du secteur municipal. Ce plan-là ne pourra pas se faire s'il y a juste la ville de Montréal qui y travaille. Là. Ça, c'est tout à fait faux. Là, ça prend le secteur provincial, public provincial, ça prend le privé, ça prend vraiment un amalgame. Il faut que tout le monde travaille ensemble, pousse dans la même direction pour enfin sortir Montréal de son marasme économique qui dure, comme vous l'avez vu, ces acétates depuis 25 ans. Et ça, je dis 25 ans parce que je n'ai pas de données pour aller plus loin. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'était en 1986, 5, 4. Mais bon, depuis 25 ans, on sait que c'est comme ça. Donc, il faut absolument travailler de manière intégrée. En conclusion, donc, pour moi, le Québec n'atteindra jamais son potentiel économique si Montréal continue à traîner de la patte. Il est faux, tout à fait faux. Et je l'ai même dit sur place, donc je peux le répéter ici. Il est faux de penser que la locomotive économique du Québec est déménagée à Québec. Oui, l'économie de Québec va très bien depuis une dizaine d'années, de la ville de Québec, j'entends, mais la locomotive n'est pas déménagée là. Et ça, comme je vous dis, je l'ai dit même à Québec, donc ça me gêne encore moins de le dire ici. Mais tout ça pour dire que ça va vraiment prendre un Montréal au sommet de sa forme, si le Québec veut être au sommet de sa forme. Le plan Nord était une bonne nouvelle, je vous l'ai dit, mais maintenant, on attend le plan Sud ou encore le plan dont il est question ici. Merci beaucoup. Je vais la formuler.